Tout commence quand Takeru rentre du travail, frustré par son boulot de bureau ennuyeux, rêvant d'un peu d'excitation. Il allume sa télé pour regarder JoJo's Steel Ball Run, mais une lumière vive jaillit de l'écran et le téléporte au paradis. Là, un ange lui propose de le réincarner dans un monde magique, arriéré et stagnant pour le réparer. Mais Takeru veut juste retrouver son monde. L'ange lui révèle qu'il est déjà mort et que son âme va bientôt disparaître. Il panique et s'effondre. Comprenant ses émotions, l'ange promet de le réincarner avec des compétences cheat pour faciliter sa tâche et Takeru accepte, n'ayant pas d'autre choix. L'ange l'envoie ensuite dans une forêt lointaine, dotée d'une magie illimitée, d'une compétence de détection de haut niveau pour collecter des matériaux et d'un sac magique pouvant tout contenir. Takeru explore la zone jusqu'à apercevoir un village, mais en pensant s'y rendre, il se souvient qu'il est fauché comme vous et décide de récolter des matériaux à vendre d'abord. Pour cela, il active sa magie de recherche qui localise les matériaux échangeables en les marquant avec des symboles de cartes et scanne les détails de chaque matériau pour déterminer son rang. Rapidement, il rassemble plusieurs matériaux de bas rang et se dirige vers l'épicerie du village pour les vendre. Là, il propose tous les matériaux qu'il a collectés. Mais le commerçant, Jérôme, est tellement impressionné qu'il engage Takeru pour l'aider à collecter du minerai misérable dans les montagnes de l'Est infestées de monstres et le paie grassement. Le lendemain, Takeru part pour les montagnes de l'Est. En chemin, il arrive dans une forêt sombre et mystérieuse, grouillante de monstres. Il se fraye un chemin avec une ampoule magique et tente d'utiliser sa recherche pour localiser le minerai sans succès. En explorant, il aperçoit une lumière au bout de la forêt et court vers elle, ignorant que c'est le bord d'une falaise. En un instant, il franchit le bord et tombe, trouvant la mort. Mais avant de s'écraser, il amortit sa chute avec de la magie. En bas, Takeru repère un rocher avec une faible lecture et le fait exploser. À l'intérieur, il trouve très peu de minerais de Misreal. Bien que cela le rende heureux, il sait que c'est trop peu pour Jérôme. Il continue donc à chercher. Bientôt, il découvre un lac bleu lumineux caché au fond d'une grotte dans la montagne et en est immédiatement intrigué. Après l'avoir scanné, il découvre que c'est une eau très précieuse, riche en mana d'un dragon ancien en hibernation sous le lac. Il y plonge aussitôt les mains pour en prendre une gorgée. Le dragon surgit alors de l'eau, furieux, et tente d'intimider Takeru. Mais Takeru reste impassible et s'incline pour s'excuser de son intrusion. Impressionné par sa politesse, le dragon se calme et demande à Takeru son espèce. Quand Takeru dit qu'il est humain, le dragon recule sous le choc et admet que la puissance écrasante de Takeru qui l'a réveillé est en fait égale à la sienne. Pour cette raison, il demande à Takeru de l'aider à faire éclore son œuf, promettant de lui donner tout le minerai de Misreal qu'il désire s'il le fait. Et Takeru accepte immédiatement. Ensuite, le dragon lui donne l'œuf et l'exhorte à y verser sa magie pour le faire éclore. Cependant, ce faisant, une soudaine poussée d'énergie déclenche un tremblement de terre et la puissance écrasante le plonge dans une transe, le faisant s'évanouir. À son réveil, il trouve le mignon petit dragonneau de l'ancien dragon volant partout sur son visage, le laissant complètement confus. D'abord, il demande au dragon le nom de son bébé, mais le dragon dit à Takeru de le nommer, alors il l'appelle Bi. Satisfait du choix de Takeru, le dragon le lui confie et disparaît dans le lac pour chercher du lait. Après son épreuve avec le dragon ancien, Takeru sort de la grotte avec son nouveau partenaire Bi et décide de camper là car il fait déjà nuit. Il ouvre son sac, rempli d'eau magique du lac souterrain, et laisse Bi boire autant qu'il veut pour une croissance constante, puis il boit aussi une tasse pour étancher sa soif. Après cela, il active une barrière de défense magique pour les protéger la nuit, puis crée une pierre magique rouge, la place entre 4 roches, et allume un feu magique qu'il utilise pour cuisiner un délicieux ragoût de viande. Une fois le repas prêt, Takeru et Bi se régalent de la soupe chaude, savourant chaque goutte. Après le dîner, Takeru demande à Bi s'il se sent seul sans son père, l'ancien dragon. Mais à sa surprise, Bi le serre fort pour lui faire savoir qu'il considère Takeru comme sa famille maintenant. Bien que cela rende Bi heureux, il scanne son corps pour déterminer son rang et ses capacités. Quand il découvre que Bi est une créature de rang B, bien plus forte que lui, il devient un peu jaloux et avertit Bi de ne jamais rien faire d'imprudent. Le lendemain matin, Takeru et Bi escaladent la falaise pour atteindre la forêt sombre où il était arrivé la veille. Arrivé en haut, Takeru est choqué de voir que les ténèbres menaçantes ont disparu. Il fouille son pauvre cerveau pour une explication, mais n'en trouvant aucune, il abandonne et décide de collecter des matériaux de rancée en attendant. Il active sa recherche qui l'aide à repérer de nouvelles herbes. Mais alors qu'il s'apprête à les cueillir, Bi, qui explorait, revient soudain effrayé dans ses bras. Curieux, Takeru active aussitôt sa recherche et localise des monstres agressifs.
Bientôt, un faucon de roche, dont la viande est comme du wagyu 5 étoiles, surgit derrière lui. Après analyse, Takeru déploie un bouclier et abat le faucon d'un coup avec 3 aiguilles de glace. Aussitôt, une meute de loups serpents le coince à la falaise. Takeru accélère son corps par magie et s'allège par réduction pour faire de grands sauts. Alors, un loup lui saute dessus, mais il esquive en l'air, durcit ses membres et l'abat d'un coup de pied, hache à la tête. Voyant cela, les autres l'attaquent, mais Takeru les détruit facilement avec des mouvements de taekwondo à la Bruce Lee et récolte leur viande pour plus tard. Malheureusement, sa recherche repère d'autres monstres en embuscade et l'alerte. Takeru est dévasté, ne pouvant combattre toute la journée. Bee s'accroche à lui, vole son corps léger haut dans le ciel, puis le lâche accidentellement par manque de force. Takeru chute de dizaines de mètres, mais après avoir violemment heurté le sol, il survit et se retrouve sur une route officielle hors de la forêt. Après avoir remercié Bee, Takeru sort de son sac une branche magiquement dormante du célèbre Yggdrasil et continue à pied avec Bee. Peu après, Bee libère son souffle de mana sur la branche, l'activant et la transformant en bâton de mage. Confus, Takeru tente de comprendre ce qui s'est passé. Mais son cerveau rame tellement qu'il se demande s'il doit garder ou jeter le bâton. Alors, il entend un monstre gémir au loin, mais au lieu de fuir, comme un survivant de film d'horreur, l'idiot court vers lui pour l'examiner. Quelques minutes plus tard, il trouve une elfe nommée Brolith assise derrière un tronc, l'air sombre. Il lui demande ce qui ne va pas. Brolith dit qu'elle meurt de faim. Son estomac grogne. Takeru reconnaît le son entendu plus tôt. Rassuré que ce ne soit pas un monstre, il lui donne de l'eau et un sandwich que Brolith avale comme une vache affamée. Après l'avoir vu reprendre des forces, Takeru lui reproche d'explorer la forêt sans nourriture. Alors qu'elle se défend, Takeru change de sujet et lui dit qu'elle sent le crottin de cheval. Brolith est furieuse. Plutôt que de discuter, elle se lève, l'accuse d'être impolie et part. Après Brolith, il récolte d'autres matériaux et continue. En quittant la forêt, il aperçoit un carrosse tiré par une licorne qui arrive vers lui et s'arrête pour l'examiner. Bientôt, le cocher, Poron, arrête le carrosse et demande à Takeru qui il est et où il va. Takeru répond qu'il est collecteur de matériaux et retourne au village. Poron l'invite à voyager avec eux car c'est aussi sa destination et il accepte. Peu après, leur voyage continue. Takeru rencontre Elisa, la femme de Poron, et leurs enfants, Yunan et Cain. Bientôt, Bee, caché dans son manteau, fait des bruits que les petits entendent. Curieux, ils demandent à Takeru s'il cache quelque chose. Takeru, un peu secret, les avertit qu'il cache un monstre très rare. En entendant cela, Elisa l'exhorte à ne plus être si secret. Takeru laisse sortir Bee et explique que c'est un bébé dragon. Impressionné, Poron demande s'il est un chevalier dragon, mais Takeru lui dit qu'il vient de le faire éclore, ce qui les surprend le plus. Pendant que Yunan et Cain jouent avec Bee, Elisa explique que les chevaliers dragons sont très rares dans leur monde et un vrai dragon l'est encore plus, faisant réaliser à Takeru l'importance de Bee. Plus tard, Takeru, Poron et sa famille campent. Ensuite, Takeru installe une barrière de défense, puis il sort ses ingrédients et libère son Gordon Ramsay intérieur pour leur préparer son ragoût de viande signature. Quand Poron mange, le pauvre homme verse des larmes de joie tant c'est délicieux. Takeru et sa famille, qui apprécient aussi, rien de ses expressions dramatiques. Après le dîner, Elisa chante pendant que Poron joue du banjo et Takeru passe la nuit à jouer avec Yunan et Cain. Après tout ça, Takeru admet que c'est exactement ce dont il rêvait sur Terre et s'endort heureux. Très tôt, le lendemain matin, Takeru, Porin et sa famille se réveillent et continuent leur voyage vers le village, Takeru s'occupant de la licorne. Quelques instants plus tard, arrivé au village, Takeru se sépare de Porin et sa famille et rend visite à Jérôme pour faire évaluer le minerai de Misérile qu'il a ramassé plus tôt. Après 5 longues minutes d'attente, Jérôme termine l'évaluation et lui dit qu'il a apporté du minerai magique de Misérile parmi les autres. Takeru n'est pas surpris, il le savait, mais quand Jérôme lui dit qu'un seul cristal de minerai magique de Misérile contient assez de mana pour remplacer la pierre magique de tout le royaume, il est choqué, n'ayant jamais imaginé qu'un si petit cristal ait tant de pouvoir. Pour éviter d'attirer l'attention, Takeru dit à Jérôme qu'il est tombé dessus par hasard et heureusement il le croit. Ensuite, Jérôme dit à Takeru qu'il manque de bon sens sur le monde. Plutôt que de le laisser seul, il l'exhorte à se rendre à Belcaïm, grande ville commerciale du royaume, et à s'inscrire comme aventurier pour en apprendre davantage sur leur monde tout en se faisant un nom. Plus tard cette nuit-là, il découvre les guildes d'aventuriers et leur classement dans un livre et se donne pour mission de rejoindre une guilde à Belcaïm.
Cependant, comme il lui reste quelques jours au village, il prend son temps, mange, boit et rassemble autant de matériaux que possible. Le dernier jour, il rencontre la seule cuisinière de la taverne du village pour lui dire au revoir et récupère 3 mois d'assaisonnement pour son voyage. Plus tard ce soir-là, Takeru examine le petit cristal magique de Mythril dont Jérôme lui a parlé plus tôt. Pendant que Bee dort, il décide d'en faire quelque chose d'utile pour le village en signe de gratitude. Pour ce faire, il prend la lampe à huile de sa table, place le minerai magique de Mythril près d'elle et les fusionne magiquement pour créer un outil capable de projeter une barrière de défense sur le village afin d'éloigner tout danger. Le lendemain, tout le village se rassemble au portail de sortie pour dire au revoir à Takeru. Après leur avoir dit au revoir, il leur donne l'outil magique, affirmant vouloir être protégé jusqu'à son retour et s'enfuit. Jérôme découvre alors qu'il a fabriqué l'outil avec le minerai magique de Mythril. Peu après son départ, Takeru et Bee rencontrent un gigantesque crabe Mont Blanc et ils le scannent immédiatement. Une fois qu'il découvre que la chair de crabe est comestible, quelque chose se déclenche en lui et il passe en mode attaque. Il réduit son poids et durcit ses poings. Avant qu'il ne puisse agir, Bee assomme le crabe d'un cri sonique. Malheureusement, avant que Takeru ne puisse récolter la viande, 2 autres crabes Mont Blanc surgissent et le chargent. Voyant cela, Bee emmène Takeru haut dans le ciel. Les crabes se percutent et s'assomment. Le premier crabe se remet alors de l'attaque sonique et charge Takeru. Mais Takeru le frappe fort, tel un batteur des New York Yankees, le tuant. À la tombée de la nuit, Takeru transforme ses mains en couteau magique, découpe un des crabes géants et le fait bouillir dans un chaudron avec les assaisonnements. Une fois prêt, lui et Bee découpent de la viande et la dévorent à leur faim. Le lendemain, Takeru et Bee arrivent à Belkaïm et s'arrêtent aux portes pour en savoir plus sur la ville. Peu après, il remarque un bureau d'inspection à la porte qui contrôle les immigrants et rejoint la file d'attente. Quand c'est son tour, il cache Bee dans son manteau pour éviter les soupçons et transforme magiquement son sac à main pour qu'il paraisse normal. Puis il entre dans le bureau. Là, les gardes, une femme et un homme vérifient son sac et apprennent que Takeru est un collecteur. Ils lui demandent s'il est là pour vendre ses matériaux, mais Takeru leur dit qu'il veut juste devenir aventurier dans leur guilde, ce qui l'approuve. Cependant, avant de le laisser passer, l'homme lance un sort magique appelé Avarice, utilisant une loupe sur Takeru pour voir s'il porte quelque chose de suspect. Ne voyant rien de suspect, l'homme se calme et passe à la dernière partie de l'inspection. Pendant qu'il remplit les formulaires, l'homme remarque soudain bénédiction du dragon écrit sur la loupe et demande à Takeru ce que cela signifie. À ce moment, Takeru montre Bee aux gardes et présente le petit dragon comme son partenaire. L'homme exhorte Takeru à marquer le dragon pour prouver que Bee est le sien. Takeru met un charme à la queue de Bee. L'homme rédige une note pour le maire, l'informant qu'un dragon entre en ville. Puis il souhaite la bienvenue à Takeru à Belkaïm et le fait sortir. Bientôt, Takeru entre sur la place du marché et se précipite vers la guilde des aventuriers, plus loin dans la rue pour s'inscrire. Là, il rencontre la réceptionniste, Ariana, et remplit un formulaire avec son nom et sa profession. Ensuite, Ariana lui demande s'il a de l'expérience au combat. Takeru lui assure qu'il a déjà éliminé un grand oiseau, des loups serpents et de savoureux crabes Mont Blanc. Entendant cela, Ariana exhorte Takeru à prouver qu'il a éliminé les monstres mentionnés. Alors Takeru ouvre son sac et libère un des crabes géants, ce qui brise la table et provoque un tumulte. Alors qu'une foule se rassemble pour observer, Ariana panique terriblement. Mais un demi-humain apparaît, scanne Takeru avec un sort de lecture mentale d'Eris et le marque en bleu, car il n'a aucune mauvaise intention. Cependant, quand il apprend que Takeru mange la viande géante, qu'il vient de sortir, il se doute qu'il n'a pas toute sa tête. Pour l'instant, il se concentre sur l'inscription et demande à Takeru qui sont ses partenaires. Quand Takeru présente B, le bébé dragon, comme son partenaire, toute la guilde le fixe choqué car il est rare qu'une recrue soit si décontractée avec un bébé dragon. Finalement, Ariana approuve la demande de Takeru et l'enregistre comme aventurier de rang F, conformément aux règles de la guilde. 2 semaines plus tard, Takeru devient vite le favori de tous, passant son temps à aider les faibles et les démunis. Un jour, alors qu'il discute d'un travail avec son gestionnaire demi-humain, Greed, Ariana arrive avec des demandes de mission de personnes voulant tous les services de Takeru. Takeru prend celle qu'il peut et laisse les autres. Après le travail, Takeru se détend dans le bain de la guilde. Bientôt, son ami Clay, un aventurier homme lézard avec 3 cicatrices de griffes dans le dos, le rejoint. Après s'être installé, Clay lui parle des choses désintéressées qu'il fait pour les gens et lui reproche de ne pas chercher à s'enrichir pour plaire à la lie de la société. Puis il demande à Takeru s'il a déjà reçu un avis de promotion. Quand Takeru lui dit que non, il s'irrite, l'exhorte à en apprendre plus sur le monde puis quitte le bain.
Peu après, Takeru s'habille et rend visite à Grid pour son paiement du dernier travail. Une fois réglé, Grid lui suggère de monter en grade car il a déjà accompli tant de tâches en si peu de temps. Mais Takeru sait que plus il monte en grade, plus il attire l'attention, ce qui perturbera sa vie paisible. Malheureusement, alors qu'il s'apprête à répondre à la demande de Grid, un aventurier fait irruption et les informe que des gobelins approchent de la ville. En quelques minutes, le maître de guilde rassemble tous les aventuriers disponibles et ordonne à son assistante, une guérisseuse demi-humaine nommée Wesley, d'appeler tous les aventuriers de rang A. Une fois parti, il repère Takeru essayant de s'éclipser et l'appelle à les rejoindre en salle de conférence pour le briefing des missions. Après le briefing, deux brutes demi-humaines tentent d'intimider Takeru, mais le maître de guilde, qui reconnaît Takeru comme le récolteur de matériaux préféré de Grid, les arrête et observe son langage corporel. Après un bref silence, il félicite Takeru de ne pas s'être laissé intimider par sa présence. Puis il lui dit quelques mots d'encouragement et le laisse avec Wesley. Plus tard, Wesley emmène Takeru à leur tente de guérison en arrière-garde et panique en voyant des monstres volants les entourer. Sachant qu'elle a juste très peur, Takeru la soutient et l'exhorte à se concentrer sur la guérison pour ne plus penser aux monstres, ce qui étonnamment fonctionne. Peu après, Clay, qui a entendu le petit discours de Takeru, s'approche et le taquine un peu pour être trop formel avec Wesley contrairement à son habitude. Pour sa défense, Takeru lui dit qu'il ne veut juste pas d'ennui à l'avenir, puis il demande à Clay pourquoi il n'est pas en première ligne pour cette bataille. Quand Clay lui dit que ses cicatrices dans le dos lui font mal, Takeru lui pose des questions si naturellement que Clay est choqué qu'il ne les voit pas comme une marque de honte pour avoir fui un ennemi. Takeru sait qu'il les a eus en défendant quelqu'un, alors il exhorte Clay à être fier d'être en vie pour protéger quelqu'un d'autre. Clay réalise qu'il a raison. Mais juste avant que leur conversation ne continue, ils aperçoivent une colonne de fumée et entendent un corps de bataille devant. Tous deux signalent que la formation du maître de guilde est brisée. Voyant cela, Clay prend une lance et fonce au combat pour se battre et protéger Takeru. Après son départ, Takeru sort son bâton et érige un bouclier magique pour protéger Wesley et les autres guérisseurs. Puis il se dirige vers le champ de bataille pour voir Clay. Bientôt, il arrive et trouve les deux brutes de tout à l'heure ayant du mal à vaincre des gobelins. Sans hésiter, il renforce ses membres, frappe quelques gobelins et fait déchaîner à B une magie de foudre à large zone qui électrocute tous les gobelins de la zone. Puis il demande aux brutes ce qui s'est passé. Ils lui disent qu'un sergent gobelin de haut rang est apparu, a fait s'effondrer la ligne de front et les a séparés de Clay et du maître de guilde. Inquiet, Takeru cherche immédiatement son ami pour le trouver à genoux, souffrant, risquant d'être massacré par 3 gobelins. Sans hésiter, il tue les gobelins, retrouve Clay et leur conseille de battre en retraite pour planifier une contre-attaque. Juste à ce moment, le sergent gobelin et ses sbires les attaquent, mais Clay se laisse encercler exprès et dit à Takeru de s'enfuir pendant qu'il les retient. Alors que le duo repousse les petits gobelins, Takeru pose à Clay des questions sur ses cicatrices pour s'assurer qu'il les déteste assez pour vouloir les faire guérir. Une fois que Clay confirme, Takeru fait détruire les petits gobelins par B avec la foudre. Puis il plonge sa main dans son sac, en sort un pot d'eau magique du lac souterrain du dragon ancien et le verse entièrement sur Clay. Juste après, il invoque un sort de guérison qui active les effets curatifs de l'eau. Presque aussitôt, les cicatrices douloureuses de Clay guérissent complètement et il se transforme en un Godzilla miniature doté d'étranges pouvoirs. Grâce à eux, Claw élimine facilement toute la flotte de gobelins, mettant fin à la bataille et sauvant la ville une fois de plus. Peu après, le maître de guilde arrive et demande à Takeru s'il a restauré les pouvoirs de Clay. Quand Takeru confirme, le maître de guilde lui parle aussi des autres choses qu'il a entendues et exige que Takeru révèle qui il est. Quand Takeru dit n'être qu'un aventurier de rang F, le maître de guilde sent qu'il ment, mais il le laisse tranquille et le remercie de son aide. Plus tard cette nuit-là, Clay, redevenu normal, rencontre Takeru dans sa chambre et exige de savoir ce qu'il a fait à son corps pour lui faire ressentir une telle puissance. Au début, Takeru dit que ce n'est rien, mais sous la pression, il lui révèle la vérité sur l'eau magique. Apprenant que l'eau vient du lac souterrain du père de Bee, Clay demande pourquoi Takeru l'a utilisée sur lui et il répond que c'était le plus proche d'une super potion de guérison qu'il avait. En entendant cela, Clay s'informe davantage sur le sort de guérison utilisé, et quand Takeru lui explique l'anatomie humanoïde de base, Clay demande qui il est vraiment. Avant de répondre, Takeru examine attentivement ses options et décide finalement de tout dire à Clay car il lui fait confiance. Au début, Clay est choqué quand Takeru lui dit qu'il est mort et a été réincarné d'un autre monde, mais Takeru le fait asseoir et lui explique tout.
Ensuite, Clay révèle à Takeru que son rituel de guérison l'a transformé en Dragonute, une espèce ancestrale puissante mais violente d'homme lézard, et admet craindre de s'emballer et de tout détruire. Quand Takeru lui conseille de prendre les choses calmement, Clay perd son sang-froid et le réprimande de prendre les choses de trop au sérieux. Le lendemain, Clay visite une forge en ville pour acheter une paire de ciseaux spéciaux pour ses futurs travaux de collecte. Mais tandis qu'il examine les armes en vitrine, le commerçant, Rebel, apparaît derrière lui et lui demande ce qu'il cherche. Takeru répond qu'il est là pour les ciseaux, mais Rebel dit qu'il n'en vend pas. Alors qu'il s'apprête à partir, Rebel le reconnaît soudain comme le célèbre collecteur de matériaux que tout le monde adore et décide de l'emmener au bureau du maître de leur boutique pour voir s'il acceptera de fabriquer une paire de ciseaux à Takeru en échange d'autre chose. Arrivé là, Rebel présente Takeru au maître de boutique, Grusus, et suggère à Grusus d'engager Takeru pour qu'il leur rapporte du minerai d'Ildra pour l'épée qu'ils prévoient de fabriquer pour la prochaine exposition d'artisans en échange d'une paire de ciseaux. Cependant, le vieil homme grincheux refuse catégoriquement d'envoyer Takeru à la mine de Ryuhei pour y collecter le minerai car c'est trop dangereux. Fatigué de sa mauvaise humeur agaçante, Rebel lui tire les cheveux et le traite de lâche, mais Grus lui rappelle qu'il a entendu dire que des démons rôdent maintenant dans ses mines, et Rebel réalise qu'il a raison. Sur ce, Rebel s'excuse de l'avoir stressé et le presse d'oublier tout ça. Cependant, au lieu de partir, Takeru sort une pince de crabe Mont Blanc pour prouver qu'il peut gérer de puissants monstres et exhorte Grus à le laisser prendre le travail, à condition qu'il accepte de lui fabriquer une paire de ciseaux. Après que Grus l'ait finalement engagé, Takeru et Bee montent dans une calèche quittant Belkheim et commencent leur voyage vers Basra où se trouve la mine dangereuse. En chemin, il entend les passagers avec lui parler des choses étranges qui se sont produites récemment, comme les perturbations bizarres dans les forêts et des plantes vénéneuses qui se fanent soudainement, ce qui fait se demander à Takeru s'il est eux la cause de tout cela. Peu après, la calèche les dépose chez un marchand de chevaux, mais juste avant de commencer à explorer, ils entendent Brolite s'emporter contre le marchand de chevaux parce qu'il lui a donné un corbeau blanc géant au lieu d'un Pégase blanc comme elle l'avait demandé dans sa lettre. Quand le marchand lui dit qu'il pensait qu'elle voulait un cheval, étant donné que les Pégases n'existent pas, Brolite se calme immédiatement et dissipe le malentendu. Suite à cela, le marchand de chevaux lui suggère de visiter le royaume nain, Basrael, et Brolite part aussitôt. Après avoir écouté toute la dispute, Takeru emmène Bee plus loin dans la forêt pour cueillir quelques ingrédients et herbes. Cependant, pendant qu'ils y sont, ils entendent à nouveau un gémissement familier et le suivent jusqu'à une Brolite affamée. Après l'avoir nourrie pour la première fois, Takeru manque de mourir de son odeur corporelle, alors il la nettoie avec de la magie et décide de se séparer d'elle. Cependant, avant cela, Brolite le presse de la laisser l'aider dans son travail pour le remercier, et Takeru accepte son offre. Après une journée entière à collecter des matériaux et à s'amuser, il fait nuit. Alors Brolite ramasse une grosse bûche dans la forêt et la découpe habilement en petits bois de chauffage avec ses doubles dagues de rang A. Voyant cela, Takeru loue ses compétences, puis il passe les 2 heures suivantes à préparer son ragoût de viande que Bee et Brolite apprécient de tout cœur. Après le dîner, Takeru demande à Brolite pourquoi elle va à Vorza et elle répond qu'elle cherche le Pégase blanc des cieux que sa sœur désire tant. Cela dit, elle se plaint d'être toujours redevable à Takeru, alors Takeru l'engage comme garde du corps, et le duo partage un moment. Le lendemain, ils arrivent au royaume nain, Vorza, caché dans la chaîne de montagnes Ryuhei, et explorent le village pour trouver de la nourriture. Peu après, ils arrivent à un restaurant local et se voient servir la spécialité locale, un wrap de viande. Alors qu'ils mangent, le duo commence à discuter d'un ami qu'ils ont en commun, mais peu après, Clay apparaît derrière eux et retrouve ses 2 amis. Après les salutations d'usage, il reproche à Takeru d'être parti sans le prévenir. Takeru prétend avoir informé la guilde. Clay le pardonne et lui demande où il va. Quand Takeru lui révèle sa destination et la récompense qu'il a exigée pour les aider, Clay l'accuse d'être un naïf incorrigible et décide finalement de l'accompagner comme garde du corps aux côtés de Brolite. Après leur déjeuner, les 4 rejoignent la foule aux portes de la ville. Pendant qu'ils attendent l'approbation de leurs documents, Clay parle aux gardes qui les laissent entrer bien plus vite. Quelques secondes plus tard, alors qu'ils traversent la cité souterraine, le garde d'escorte informe Clay que le roi des nains a demandé sa présence.
Takeru est choqué que Clay connaisse le roi. Clay essaie de minimiser la chose, mais le garde révèle à Takeru et Brolyt qu'il est en fait le héros qui les a tous sauvés du roi du tonnerre. Il les emmène ensuite plus loin pour leur montrer la statue embarrassante qu'ils ont faite de Clay, avec une silhouette peu flatteuse. Après cela, ils se rendent au palais du roi où Clay confronte le roi à propos de la statue, et Takeru lui présente la lettre de Grusus. Après avoir lu le contenu, le roi reconnaît la demande de Grusus, mais il dit au trio que la mine est devenue un repère de démons après le grand tremblement de terre d'il y a des années, et demande à Takeru s'il est toujours prêt à y aller. En entendant cela, Clay se porte garant d'eux pour prouver qu'ils sont assez forts. Le roi les engage donc pour découvrir la vérité derrière les troubles démoniaques dans la mine de Ryuhai. Quelques instants plus tard, Takeru et ses compagnons rencontrent leur guide, Zanbo, le chef réceptionniste de la guilde des aventuriers de Vazra, qui ouvre la porte menant au tunnel de la mine. À l'intérieur, Clay et Brolyt se plaignent de l'obscurité totale. Takeru illumine alors l'espace avec de la magie, puis il jette un autre sort sur la carte mal dessinée de Zanbo pour la rendre plus facile à lire. Cependant, avant qu'ils n'aillent loin, Bee et Clay sentent quelque chose approcher et informent immédiatement les autres de rester en alerte maximale. Bientôt, deux araignées monstres gigantesques rampent hors de l'obscurité. Mais tandis que Clay massacre la première, Takeru étourdit l'autre et demande à Brolyt de l'achever. Alors qu'ils continuent leur chemin, Takeru arrive à une impasse. Pendant que les autres essaient de comprendre pourquoi ils s'arrêtent, il les exhorte à reculer du mur, puis installe une barrière renforcée et fait exploser la roche avec 3 flammes. Ensuite, une collection entière de vignes îles séchées que Zanbo reconnaît immédiatement est exposée. Cependant, pendant qu'ils discutent davantage, Bee informe Takeru qu'un démon approche. Voyant cela, Takeru s'avance immédiatement pour vaincre le monstre seul. Confus, Clay le confronte pour savoir s'il est vraiment sérieux. Mais à sa surprise, Takeru devient trop sérieux pour être rassurant et agit comme s'il allait affronter un boss de Dark Souls. Quand le prétendu démon apparaît enfin à la lumière, il s'avère être un crabe Trango de rang A. Naturellement, Clay et Brolyt avertissent Takeru de les laisser combattre ensemble. À ce moment-là, Takeru et Bee bavent comme des enfants devant l'usine de Willy Wonka. Peu après, le monstre les attaque, mais après avoir esquivé, Takeru demande à Bee de le couvrir. Puis il réduit son poids corporel pour être plus agile et durcit ses membres pour porter des coups puissants. Alors qu'il charge le crabe, Bee l'étourdit avec son boom sonique et Takeru essaie de lui frapper la tête avec son bâton. Quand cela ne fonctionne pas, Takeru bat en retraite, demande à Bee d'immobiliser le crabe Trango puis le scanne pour découvrir ses points faibles. Une fois qu'il les a trouvés, il invoque des aiguilles de glace tourbillonnantes et attaque les points faibles, ce qui fige le crabe entier, le rendant dur comme la pierre. C'est ainsi que Takeru gagne la bataille, et bien que Brolyt et Zanbo soient impressionnés, Clay les réprimande de ne pas avoir compté sur eux quand c'était le plus important. Takeru s'excuse et promet de les laisser combattre de tels monstres désormais. Clay les pardonne et ils continuent leur exploration. Peu après, Takeru extrait du minerai île séché de haute pureté et décide d'aller encore plus loin après avoir détecté un grand gisement de minerai avec son scan. Touché par sa bienveillance, Zanbo remercie Takeru pour son attention, laissant Takeru se demander si c'est ce qu'il entendait par changer le monde. Alors qu'ils se préparent à quitter la mine, Takeru commence à croire qu'il change vraiment ce monde autodestructeur petit à petit et espère que les choses continueront ainsi. Quelques instants plus tard, de retour au palais du roi de Vazra, Takeru lui montre la carcasse congelée du crabe Trango comme preuve qu'il l'a vraiment vaincu, et le roi est fou de joie. Il félicite Takeru pour sa bravoure et l'exhorte à demander n'importe quelle récompense, mais à sa grande surprise, Takeru l'exhorte simplement à le laisser avoir la carcasse. Le lendemain, Brolyt obtient enfin un magnifique Pégase blanc grâce au nain. Elle admire sa beauté et son pelage brillant un instant, puis elle le monte, remercie Takeru pour son aide et rentre chez elle. Quelques heures plus tard, Takeru et Clay retournent à la guilde des aventuriers de Belkane. En chemin, Ariana les aborde, surprise de voir Clay avec lui et demande s'ils ont déjà formé un groupe. Sans hésiter, Clay confirme et Ariana saute de joie avant de partir prévenir les autres. Après ça, Takeru confronte Clay pour cette ruse, mais Clay dit qu'il préfère faire équipe avec lui pour le surveiller plutôt que de vivre comme un vagabond sans espoir. Takeru et Clay discutent et choisissent un nom pour leur groupe, la Brigade Noire Azur. Une fois cela réglé, Takeru retourne à la forge où Grusis et Ribel travaillent. Il leur donne le minerai d'Odreit de haute qualité qu'il a extrait. Voyant cela, le duo pleure de joie et remercie chaleureusement Takeru pour son aide. Ensuite, il le presse de nommer sa récompense.
Takeru leur demande de l'aider à fabriquer des ciseaux sur mesure et ils s'y mettent aussitôt. 2 semaines plus tard, Takeru et Clay se détendent dans un bar. Wade, le messager de la guilde, arrive avec une lettre scellée. Le seigneur de Belkaïm les a convoqués. Takeru, craignant des ennuis, simule un mal de ventre pour éviter d'y aller. Mais Wade l'assure que le seigneur est un noble raisonnable, il n'a rien à craindre. Après avoir lu la lettre, Takeru, Bee et Clay se rendent au manoir du noble en calèche. En chemin, Takeru remarque que les gens les fixent et demande à Clay pourquoi. Clay lui dit que c'est parce que les gens respectent beaucoup les aventuriers soutenus par un noble. Peu après, ils arrivent chez le seigneur. Escortés par le majordome, Takeru s'émerveille de la beauté et de l'ordre du bâtiment. Bientôt, la petite fille du seigneur Tiera s'approche et exige que Takeru lui donne Bee sans raison. Choqué par son impolitesse, Takeru lui dit que ce n'est pas possible, mais quand Tiera prétend que seuls les nobles comme elle sont dignes de posséder des dragons, Takeru réalise qu'il a affaire à une enfant gâtée. Il scanne ses informations pour découvrir ce qu'elle aime et lui parler poliment. Ne trouvant rien, il s'agenouille, ce qui déconcerte Tiera. Il lui demande poliment pourquoi elle pense avoir droit à Bee. Tiera répond que sa servante lui a parlé de lui et l'a incité à être impoli pour que Takeru soit contraint d'obéir. Takeru réalise que la servante est la bonne à rien ici. Il dit calmement à Tiera que Bee est sa famille et qu'il ne peut pas le lui donner. En entendant cela, Tiera est triste d'avoir été impoli et s'excuse. Takeru et Bee lui pardonnent facilement et lui demandent pourquoi elle voulait tant Bee. Alors qu'elle s'apprête à expliquer l'état de sa mère, son père, le beau seigneur qui les a convoqués, Lord Belminant, entre. Il se présente à Takeru et les emmène dans sa pièce privée pour discuter. Après s'être excusé à nouveau pour Tiera, Belminant leur dit qu'il les a convoqués pour guérir sa femme, alitée depuis près de 6 mois. Belminant avait entendu parler des miracles de guérison de Takeru qui l'avaient rendu populaire, il a donc décidé de l'engager pour sa femme. Takeru hésite à accepter car s'il échoue, cela pourrait lui causer des problèmes. Mais en entendant l'histoire de Belminant dont la fille veut une créature comme Bee pour sa mère malade, Takeru accepte à contre-cœur. Belminant l'emmène aussitôt dans la pièce sombre et viciée où elle est alitée. Là, Takeru demande d'ouvrir les stores pour laisser entrer la lumière. Quand Belminant dit que les yeux de sa femme, Mouli, sont sensibles à la lumière, Takeru la scanne. Il trouve des symptômes normaux, douleurs articulaires, maux d'estomac, vertiges, des maux qu'il peut guérir, mais le dernier, l'empoisonnement à l'ivore, lui est inconnu. Avec un air abattu, il demande à Belminant s'il est sûr de lui confier la vie de sa femme. En larmes, il supplie Takeru de la sauver coûte que coûte. Takeru guérit ses yeux lentement, nettoie la pièce avec de la magie et ouvre les stores pour la lumière. Mully revoit son mari. Alors qu'il pleure, Bernard, la bonne à rien qui empoisonne l'esprit de Tiera, arrive avec 2 servantes. Takeru, le trouvant étrange, demande à Belminant de discuter avec lui et Clay dans son bureau. Là, Takeru dit à Belminant qu'un proche empoisonne sa femme avec une toxine ivore et demande des infos pour un antidote. Malgré le choc, Belminant se ressaisit. Il dit à Takeru que la toxine ivore est un ancien poison interdit. Perdu, Takeru, refusant d'abandonner, dit qu'ils peuvent faire un antidote s'ils ont la toxine originale, mais Clay lui dit que les ingrédients n'existent plus. C'est alors que Belminant se souvient des documents de ses ancêtres. Il sort un tas de livres et cherche des infos sur la toxine. Le texte étant en langue ancienne, Takeru le traduit en japonais moderne. Il modifie ensuite sa magie de recherche en Wikipédia hors ligne pour trouver le seul journal qui en parle. En lisant, Takeru et les autres comprennent que la toxine Ivor vient de la rare fleur d'Ivor doré qui pousse près d'une statue de Pégase autour d'un grand lac lointain. Clay reconnaît aussitôt le lac près du village d'Ashit, mais comme c'est 5 jours de voyage, Takeru et lui préparaient les chevaux sans savoir que Bernard les surveille. Avant de partir, Takeru place une pierre de mana dans le manoir, expliquant à Clay et Belminant qu'il installe une alarme qui sonnera si quelqu'un de mal intentionné s'approche de Mully. Tyrus arrive alors essoufflé et s'excuse encore pour son impolitesse. Impressionné, Takeru loue son sens des responsabilités et l'exhorte à réfléchir par elle-même la prochaine fois. Il ajoute qu'en son absence, elle doit signaler à son père quiconque essaie de la monter contre lui. Tiaras promet d'être vigilante. Takeru et Clay partent, voyageant plus vite que d'habitude grâce à la magie de réduction de poids de Takeru. 3 jours plus tard, ils arrivent dans une terre désolée que Clay affirme être l'ancien Asha, ce qui surprend Takeru. Arrivé au lac, il trouve l'eau décolorée et trouble comme si elle contenait un contaminant nocif. Takeru la scanne. Il découvre ensuite qu'une ordure a délibérément pollué l'eau pour un plan élaboré.
Mais alors qu'il s'apprête à enquêter, 3 personnes chétives apparaissent et les confrontent, lui et Clay, les prenant pour des ennemis. Réalisant qu'il s'agit de natifs effrayés d'Ashif, Takeru et Clay leur montrent leurs anneaux de guilde, prouvant qu'ils sont des aventuriers de Belcams. Il essaie de leur poser des questions, mais l'un d'eux s'effondre et Takeru découvre qu'ils n'ont pas été bien nourris. Inquiet, il exhorte les 2 autres à les ramener au village. Mais en arrivant, il trouve l'endroit étrange et désert. Un villageois explique qu'une tragédie a frappé leur village il y a 10 mois quand leur beau lac s'est décoloré, tuant les poissons et polluant leurs puits. Cependant, alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner, un marchand influent nommé Ngash est apparu et leur a offert 60 barils d'eau par mois en échange de la fleur d'Ivor qui pousse secrètement près de leur lac. Takeru s'irrite et identifie Ngosh comme une ordure inutile. Confus, le pauvre homme soutient qu'il essayait juste de les aider. Mais Takeru lui dit que Ngosh a empoisonné leur lac exprès et a collecté la fleur chaque mois sans leur dire qu'elle est toxique. Cette nouvelle plonge le village dans le désespoir. Pour réparer le tort de Ngosh, Takeru utilise la magie spirituelle pour faire pleuvoir, nettoie magiquement les villageois et répare leurs bâtiments. Ensuite, Takeru nourrit tout le village. Ensuite, lui, Clay et Béa rencontrent le chef du village pour demander la permission de récolter la fleur d'Ivor pour l'antidote. Le chef accepte mais estime que ce n'est pas suffisant pour remercier Takeru. Takeru le rassure. Mais alors, Ganza, un des garçons de tout à l'heure, et 2 autres filles l'approchent et entraînent Takeru à leur base secrète, la réserve du village. Là, Ganza présente un fruit salé particulier, le fruit Lidaz que tout le monde jette à cause de son goût. Mais quand Takeru goûte le jus, il reconnaît de la sauce soja et sourit. Au manoir de Belminante, Tiaraz entend l'alarme de Takeru. Elle se précipite vers la chambre de sa mère pour s'assurer qu'elle n'est pas attaquée. En chemin, elle aperçoit Bernard essayant de se faufiler dans la chambre de sa mère et recule, choqué. Dès qu'il la remarque, Bernard essaie de sauver les apparences. Mais quand Tiaraz lui ordonne de rester à l'écart, il demande pourquoi elle le chasse. Quand Tiaraz lui dit que l'alarme de Takeru a sonné à cause de lui, il change d'attitude et essaie de la monter contre Takeru. Mais Tiaraz refuse sa manipulation et Bernard devient hostile envers la pauvre fille. Heureusement pour Tiaraz, avant qu'il ne lui fasse du mal, Belminant arrive avec son majordome. Tiaraz demande qu'ils discutent dans son bureau. Là, Belminante écoute les 2 parties, mais avant de conclure, il place une carafe d'eau sur la table, disant que c'est l'eau que Bernard comptait donner à Mully et l'exhorte à la boire. Quand Bernard tremble, Belminant lui verse l'eau sur le visage et l'idiot avoue immédiatement qu'il a empoisonné l'eau. Belminant boit l'eau pour prouver qu'elle est normale, puis il arrête Bernard et découvre via une lettre secrète qu'il ne travaillait pas seul. Au même moment, Ngash arrive au magasin du chef du village pour récupérer les fleurs d'Ivor du mois. Quand personne ne répond, Ngash s'apprête à partir quand un villageois apparaît. Ngash lui demande où est le chef, mais le villageois lui dit qu'il est parti guider des aventuriers. En entendant cela, Ngash appelle aussitôt ses sbires et lance son sinistre plan d'attaque, ignorant que le chef emmène Takeru et Clay au champ secret des fleurs d'Ivor. Amusé par l'éclat des fleurs, Takeru scanne toutes les espèces du champ puis demande au chef la permission d'en prendre une. Le chef l'autorise, Takeru en coupe une et la range. Mais alors qu'ils s'apprêtent à partir, un homme arrive en courant, essoufflé, et les informe que le village brûle. Takeru, Clay, B et le chef se précipitent au village, voyant chaque bâtiment en flammes. Ils passent en mode sauvetage, éteignant les feux et secourant les piégés. Ensuite, le villageois qu'Ngash avait rencontré plus tôt remercie Takeru d'avoir sauvé leur village et lui raconte sa rencontre avec Ngash. Takeru est furieux contre ce gros loser pour un coup si dangereux. Mais quand il apprend des villageois que l'homme a aussi enlevé Ganza, il est furieux et utilise un sort de recherche étendu pour localiser la cachette d'Ngash. Une fois leur cachette localisée à quelques clics, ils montent à cheval et promettent aux villageois inquiets qu'il reviendra avec Ganza quoi qu'il arrive. Ils empruntent les routes sombres et arrivent au bâtiment en un rien de temps. Là, il se cache dans un buisson proche et envoie B s'approcher pour voir ce que font les sbires. Quelques secondes plus tard, quand B leur dit que les incendiaires font la fête et célèbrent leur crime, Clay est tellement en colère qu'il se transforme en Godzilla et manque de se déchaîner. Takeru sait que s'il attaque de maintenant, Ngash emmènera Ganza dans la confusion, alors il raisonne Clay et utilise un sort d'invisibilité pour qu'il puisse nous passer inaperçus devant les gardes sans donner l'alerte.
Quelques minutes plus tard, Takeru et Clay neutralisent les gardes ivres près du portail et explorent le bâtiment jusqu'au bar privé d'Engash à l'étage. Là, ils s'approchent discrètement de l'entrée pour entendre l'un des sbires ivres d'Engash parler de leur plan, rendre la femme de Belmanan malade pour populariser la toxicité incurable de la fleur d'Ivor et faire monter les prix. La colère de Clay atteint celle de Hulk. Après avoir entendu ces bons à rien, Clay supplie Takeru de le laisser s'en occuper. Une fois le feu vert donné, Clay désactive l'invisibilité, fait irruption et passe les 15 meilleures minutes de sa vie à tabasser les sbires d'Engash. Au milieu du tumulte, Engash ordonne à un de ses hommes de libérer leur arme secrète pour riposter. Mais juste après son départ, Takeru apparaît derrière lui, se faisant passer pour un de ses hommes et demande où est Ganza. Engash lui dit qu'il est dans l'autre bâtiment. Takeru s'y rend et demande à B d'assommer l'idiot qui garde la cellule. Il repère Ganza effrayé et en pleurs, casse la serrure et le porte sur son dos pour le sortir. Dehors, Takeru trouve le bâtiment plongé dans le chaos parce que les sbires appellent le démon du lac. Comme Clay est toujours à l'intérieur, il demande à Ganza de s'accrocher à son dos, puis court à l'intérieur. Arrivé là, il trouve Clay combattant une anémone de mer géante, la scanne, réalisant que ce gros salaud d'Engash l'a invoqué. Takeru trouve bientôt Engash en pleurs, suppliant d'être sauvé, ce qui est ironique. Bien qu'il hésite, quand le monstre attaque, il protège Engash, puis il rejoint Clay et gèle les tentacules de l'anémone pour l'immobiliser. Pour en finir, Takeru dit à Clay d'écraser son cerveau. Clay lui assène un coup si puissant qu'il rend la créature folle, projetant Takeru et Ganza en l'air. Alors qu'il tombe, Takeru attrape Ganza et le lance vers B qui le retient en l'air et tombe dans le lac contaminé. En coulant, Takeru commence à se noyer quand un mystérieux jeune homme gothique apparaît et le félicite d'avoir changé le monde incivilisé, un monde auquel il tient, avoue-t-il. Face aux effets secondaires de l'altruisme de Takeru, le jeune homme gothique l'aide en éveillant la déesse du lac, qui, ressemblant à Pégase, fait s'envoler Takeru hors du lac. Suspendu en l'air, Takeru est confus, mais remercie le cheval volant de l'avoir sauvé et demande une présentation. La déesse se présente comme Hoff, mais à ce moment, le soleil se lève, redonnant au lac et aux plantes leur couleur naturelle. Voyant cela, Hoff explique qu'elle a créé les fleurs d'Ivor aux propriétés purificatrices et absorbantes de toxines pour absorber le mana stagnant du lac et purifier la terre. Après un certain temps, elle manqua de mana et se transforma en statue de Pégase près des champs d'Ivor. Les fleurs continuèrent d'agir comme agents nettoyants jusqu'à ce qu'Engash et son équipage viennent polluer leur eau avec un miasme maléfique. Heureusement, Takeru a absorbé toute l'essence de mana, sa force et l'état naturel du lac sont revenus. Cela dit, Takeru retourne auprès de ses amis au sol, Hoff disparaît et les autres retournent au village. Ganza retrouve sa famille et Takeru utilise la magie de téléportation pour se ramener B et Clay au manoir de Belmanent en moins d'une seconde. Là, ils extraient la toxine florale et préparent un antidote qui guérit Muley. Après l'avoir guéri, Takeru retourne au village pour les aider à reconstruire. Peu après, il fabrique du beurre, de la sauce soja et des pommes de terre et les donne au chef à goûter. Pendant que le chef savoure le goût divin d'un plat légèrement salé et beurré, Takeru lui demande de lui vendre en gros les fruits les plus légers pour les cultiver sur un grand champ et vendre la sauce soja qu'il en extrait. Le chef du village accepte, mais demande à Takeru pourquoi il s'intéresse tant aux fruits lidaz. Quand Takeru répond qu'il veut populariser la sauce soja à Belkaim et faire d'Asha son unique fournisseur, le chef exulte de joie. Peu après, Takeru et Clay repartent vers Belkaim. À mi-chemin, Hoff apparaît, se transforme en une beauté aux cheveux argentés et à la poitrine généreuse et propose de devenir la monture et partenaire de Takeru. Takeru est un peu effrayé par son attitude insouciante et étrange, mais il l'ajoute finalement à son groupe. Des heures plus tard, de retour à Belkaim, Takeru rencontre Grusus et lui demande de forger ses ciseaux de récolte. Grusus accepte, il quitte la forge satisfait et trouve Hoff qui l'attend dehors. Après les salutations, elle réclame plus de pommes de terre au beurre et sauce soja, mais Takeru refuse, disant qu'elle vient d'en avaler une vingtaine. À ce moment, Grid arrive et invite Takeru à une brève réunion à la guilde. Là-bas, Grid et Ariana informent Takeru, Bee et Hoff de la compétition annuelle de collecte de matériaux où les aventuriers se disputent la gloire et incitent Takeru à y participer. Au début, Takeru tente de refuser, mais quand il comprend que Belminant a personnellement demandé sa participation, il accepte.
Quelques instants plus tard, le maître de guilde rassemble tous les participants à l'entrée pour expliquer les règles. Pour gagner, ils doivent collecter la laine aux 7 couleurs du rare mouton arc-en-ciel et la présenter à Belminant, à Belcaïm, qui l'offrira à sa femme. Cependant, pendant l'épreuve, le maître de guilde interdit aux participants de recevoir l'aide de leurs coéquipiers ou d'autres personnes, car la compétition exige des compétences et une prouesse individuelle. En d'autres termes, Takeru ne peut recevoir aucune aide de Clay, Bee et Off, sinon il sera disqualifié. Cela dit, le maître de guilde termine son discours et Takeru, sans autre choix, décide de participer loyalement. Au début du défi, Takeru supplie son partenaire Bee de rester avec Clay et Off, mais Bee se met à pleurer, ne voulant pas perdre de vue son père. Voyant cela, Hoff prend la petite boule de joie et l'endort dans ses bras, donnant à Takeru le temps de commencer le défi. Takeru se précipite à la bibliothèque publique, cherche un maximum d'informations sur l'emplacement des moutons arc-en-ciel et court comme l'éclair pour y arriver en avance. Le lendemain, il arrive enfin à la chaîne de montagnes où vivent les moutons arc-en-ciel. Alors qu'il se creuse la tête pour savoir comment récolter leur laine, il se souvient soudain d'un appel appris à la bibliothèque et le hurle pour attirer les moutons. En quelques secondes, tout le troupeau se précipite vers lui et Takeru récolte plus qu'assez de laine. Quelques instants plus tard, de retour à Belcaïm, Takeru soumet la laine et est rapidement déclaré vainqueur du concours. Peu après, le maître de guilde, Greed et Wade, le convoquent pour lui décerner le titre de polyvalent, lui permettant d'accepter des missions du rang F au rang B supérieur. Takeru remercie le maître de guilde, qui le met en garde contre sa personnalité obsédée par le désir de plaire afin que sa gentillesse ne nuise pas au marché des autres aventuriers. Takeru accepte. Ensuite, Wade et le maître de guilde l'encouragent à prendre au sérieux sa progression de rang pour qu'eux et tous ses autres clients, même Belminant, puisse enfin respecter ses souhaits en payant ses services à leur juste valeur. En entendant cela, Takeru réalise qu'il a été égoïste, ne pensant pas aux sentiments des autres. Maintenant qu'il sait, il accepte avec joie son anneau de guilde de rang polyvalent et le maître de guilde l'encourage à briller. Juste après, Ariana fait irruption et les informe qu'un ver forestier géant a été repéré dangereusement près de la ville. Comme il n'y a pas de temps, le maître de guilde dit à Takeru et son groupe de s'occuper du ver et ils partent aussitôt. Arrivés sur place, ils se préparent à une bataille féroce tandis que le ver rampe vers eux depuis un tunnel sombre. Cependant, alors qu'ils s'apprêtent à le combattre, Takeru aperçoit soudain la puante Brolite chevauchant le ver et l'appelle. Une fois reconnu, Brolite échange des plaisanteries, descend du ver et court vers Takeru avec son corps malodorant. Terrifié, Takeru la nettoie immédiatement avec de la magie, puis il demande pourquoi elle chevauche le monstre. Bien que Brolite dise avoir une faveur à lui demander, elle l'ignore et tente plutôt d'offrir le ver à Takeru comme monture, mais il refuse. Peu après, ils retournent tous à Belcaïm et font la fête toute la nuit. Takeru aidant Brolite à se mettre au courant de tout ce qui s'est passé pendant son absence, y compris l'arrivée de la déesse jalouse, Off. Après tous ces récits et toasts, Brolite pose son verre et demande à rejoindre le groupe de Takeru. Quand Takeru accepte, elle montre son anneau de guilde de rang A et explique comment elle l'a obtenu. Je rejoins leur discussion. Off évoque soudain l'aura pure de Brolite comme une merveille. Mais alors qu'elle est sur le point de révéler son secret le plus profond, Brolite l'interrompt et la supplie de le garder jusqu'à ce qu'elle ait le courage de leur dire. Une fois Off silencieuse, Takeru demande la faveur que Brolite voulait leur demander. Brolite dit vouloir que Takeru et les autres l'aident à retrouver sa sœur aînée, Ludakara, qui a fui leur patrie. Le cerveau de Takeru grille aussitôt. Brolite explique que Ludakara a été choisie par leur village elfe pour enfanter la prochaine génération de dirigeants et devait épouser un homme laid pour cela. Malheureusement, ne l'aimant pas, elle a promis de l'épouser seulement si quelqu'un lui apportait un Pégase blanc, puis elle s'est enfuie. Brolite a pris sa condition au sérieux et lui a trouvé un Pégase blanc, mais quand elle est revenue au village, Ludakara était déjà partie. En entendant cela, Takeru demande s'ils peuvent ramener Ludakara, mais quand Brolite dit qu'elle veut juste savoir pourquoi elle est partie sans rien lui dire, ils acceptent tous la mission et partent le lendemain pour le village elfe de Brolite. Pour accélérer le voyage, Off reprend sa vraie forme et court jusqu'à l'entrée du village elfe. Là, Brolite offre une prière au roi des esprits elfes, Glebalinia, pour qu'il leur accorde l'accès au village.
Pendant ce temps, Hoff dénigre la déesse, la jugeant inférieure à elle. Après la prière, un petit vortex apparaît. Brolith le touche, les yeux fermés, et disparaît dedans. Voyant cela, Clay et Bee font de même. Mais avant que Takeru n'entre, Hoff le met en garde contre la vraie nature de Brolith, puis elle disparaît dans le vortex. Takeru réfléchit aux mots de Hoff quelques minutes, puis entre dans le vortex et apparaît dans le magnifique village elfe. Malheureusement, alors qu'il retrouve ses amis, des elfes arrogants leur tirent des flèches, les prenant pour des ennemis. Takeru érige une barrière pour les combattre, mais Brolith reconnaît les pointes de flèches de son peuple et les 3 elfes idiots se montrent. Après quelques mots, leur chef, Lokar, reproche à Brolith d'avoir amené des étrangers sur leur terre. En entendant cela, Brolith tente d'expliquer qu'ils sont là pour aider, mais Lokar l'ignore et condamne Takeru et tous ceux qui l'accompagnent, y compris Hoff. Finalement, Hoff en a assez des insultes de l'arrogant vaurien. Alors, pour lui apprendre à respecter un dieu, elle reprend sa forme de Pégase, invoque la foudre des cieux et les soumet tous les 3 à la manière de Pikachu. Réalisant son erreur, Lokar et ses sbires s'agenouillent pour présenter leur respect et implorer le pardon de Hoff. Cependant, comme ce sont encore des idiots immatures avec une intelligence inférieure à la moyenne, ils n'entendent pas la réponse de Hoff. Heureusement, Takeru le remarque à temps. Il s'avance, se présente avec la preuve qu'il est un aventurier polyvalent de Belkaem, ce qui force immédiatement leur respect, et explique que Brolith est un membre important de leur groupe. Satisfait de sa réponse, Lokar se présente comme un guerrier et les guide vers le grand arbre abritant le village. Arrivé là, il remarque les boules de coton flottant dans l'air et découvre que le mana ambiant est pollué. Avant d'entrer dans l'arbre, Lokar dit à Takeru et ses amis de se purifier à une source douteuse, mais Takeru lance un sort de nettoyage étonnamment plus puissant et purifie l'air dense en mana et tout le monde. Ensuite, Brolith, Takeru, Clay, Bee et Hoff se séparent de Lokar et de ses amis et montent dans l'arbre pour atteindre le palais où résident les hauts elfes. En montant, Brolith s'arrête soudainement et le visage triste avoue à tous qu'elle est secrètement une haute elfe, s'attendant à ce qu'ils la détestent. Cependant, alors qu'elle s'excuse d'avoir gardé un si grand secret, Takeru demande pourquoi elle en fait tout un plat et Clay, qui a tout écouté, lui dit que c'est parce que les hauts elfes sont généralement liés par leurs règles à placer leur lignée et leurs lois au-dessus de tout. En entendant cela, Takeru et les autres l'exhortent à ne pas s'inquiéter et l'assurent qu'elle peut vivre sa vie comme elle l'entend tant qu'elle ne blesse personne. Touchée par leurs paroles, Brolith fond en larmes, mais peu après elle les essuie, assure à Takeru qu'elle a enfin révélé le secret que Hoff voulait qu'elle divulgue et continue de les guider vers le palais. Là, Brolith rencontre une autre royale nommée Ambry et la presse de préparer une audience avec son frère aîné. Quelques instants plus tard, alors que Takeru et les autres sont assis au salon de thé, un elfe nain nommé Har entre, que Brolith identifie immédiatement comme son frère aîné. Takeru est choqué par sa petite taille, mais il se reprend et se présente rapidement, ainsi que le groupe. Après les salutations, Har remarque le malaise de Takeru quand leurs mains se touchent et lui demande s'il est surpris par sa taille. Takeru tente de cacher ses vrais sentiments, mais Har voit clair et révèle qu'il est ainsi à cause de la lignée maudite de leur clan. Cela rend Takeru immédiatement curieux, mais Brolith se met alors à pleurer et à parler de sauver son village, ce qui pousse son frère aîné à la traiter de garçon et à s'excuser en son nom. Là, le cerveau de Takeru grille à nouveau, ne comprenant pas comment Brolith peut être un garçon. Mais quand Clay et Brolith expliquent que la malédiction l'a rendu mi-fille, mi-garçon, le pauvre commence à chercher son truc caché sur le corps de Brolith. Assez vite, Takeru change de sujet et demande à Har pourquoi les particules de mana dans le village sont si denses. Bien que choqué que Takeru puisse le sentir, Har lui dit que la concentration est mauvaise depuis 6 mois. Compatissant, Takeru sort sur le balcon, crée une énorme pierre magique jaune dorée et la fait activer par Har. Ensuite, la pierre s'élève haut dans le ciel. Puis elle devient verte et libère une magie de purification de zone qui nettoie le mana concentré dans l'air. Voyant la puissance de Takeru, Har décide de l'emmener à une ancienne tablette de pierre pour lire les mots ancestraux des hauts elfes. Là, Takeru traduit facilement la langue et lit la parabole, impressionnant encore plus Har. Le texte prédit l'extinction inévitable des hauts elfes et annonce que leur sauveur, Takeru, viendra à la dernière heure pour raviver la terre. Bien que ce soit possible, Takeru n'est pas convaincu d'être le sauveur, car il n'a pas encore ravivé la terre. Plus tard, Takeru rencontre Brolith seul sur le balcon et la presse de lui expliquer cette malédiction.
À ce moment, Ambry arrive et lui dit que la malédiction est une affliction mystérieuse chez les hauts elfes. Elle est apparue chez les nourrissons il y a des générations, empêchant leur développement. Mais il y a 50 ans, les symptômes ont empiré et chaque nouveau-né mourait dans les 5 jours. Cela dit, Ambry fond en larmes en se rappelant que son enfant a aussi été tué par la malédiction et Brolith la réconforte. Voyant la tristesse que la malédiction a apportée aux hauts elfes, Takeru rend visite à la reine des elfes, Holdenvia, dans la salle du trône pour en discuter. Après les salutations, Holdenvia aperçoit Bee, le bébé d'un dragon ancien, à côté de Takeru et l'identifie immédiatement comme un mage de grande valeur, jugé digne par le dragon ancien. Elle parle du miracle qu'il a accompli pour purifier leur air impur et le remercie chaleureusement. Mais Takeru, plutôt que de s'en soucier, lui demande s'il y a eu un tremblement de terre au moment des impuretés de mana. Une fois qu'Holdenvia confirme, Takeru lui dit que le séisme a pu réveiller un monstre qui a causé les impuretés, et elle le croit. Takeru termine sa rencontre avec la reine et organise une réunion insonorisée avec ses collègues pour discuter de la malédiction. Après quelques mots, il leur révèle avoir scanné Ambry, Air et la reine et découvert des problèmes génétiques. Leur lignée est trop homogène. Les hauts elfes encouragent les mariages entre frères et sœurs, comme en Alabama, pour préserver le sang noble, ce qui a détérioré leur patrimoine génétique. Pour résoudre ça, Takeru dit à Brolith que les hauts elfes doivent introduire du sang extérieur. Mais tandis que Brolith pleure, Clay demande comment Takeru compte renverser une tradition. Après réflexion, Takeru suggère que Hoff émette un avertissement divin aux elfes pour qu'ils soient contraints d'écouter. Hoff accepte à contre-cœur de chercher Libellania en échange de beurre, sauce soja et pommes de terre. Elle se transforme en Pégase et scanne la forêt autour du village elfe avec Bee pour trouver Libellania. Après des heures de recherche sans succès, Hoff reprend sa forme humaine et rapporte à Takeru et aux autres que Libellania est introuvable. En entendant cela, Brolith sombre dans le désespoir, mais Takeru suggère de visiter la guilde des aventuriers dans la forêt pour des informations. Peu après, ils arrivent et rencontrent Sarah, une milf étrange aux atouts généreux qui se présente comme la maîtresse de guilde et harcèle la pauvre Brolith. Pendant que Sarah discute avec les filles, Clay et Takeru examinent le tableau des requêtes, mais ne trouvent que des quêtes de collecte de matériaux, dont une demandant un champignon spécial appelé oreille de chat. Cela surprend Takeru, mais Sarah explique que c'est un délicieux champignon lumineux qui pousse au fond de Keto Hollow. Elle ajoute que l'augmentation anormale de la densité de mana autour du Hollow a rendu la collecte presque impossible, ce qui pousse Takeru et son équipe à l'explorer. Le lendemain, Takeru et son groupe acceptent toutes les quêtes de collecte de champignons oreilles de chat disponibles, assurent Sarah qu'ils les accompliront toutes, puis ils volent sur Hoff jusqu'à l'entrée du Hollow. En atterrissant, ils trouvent des cadeaux, des cadavres d'animaux décolorés autour de l'entrée du Hollow. Brolith s'approche pour enquêter. Malheureusement, les particules de mana dense l'étouffent, alertant le groupe. Incapable de la laisser mourir, Clay se précipite stupidement dans le mana dense pour la sauver, mais il subit bientôt le même sort. Heureusement, avant qu'il ne meure, Takeru purifie l'air avec sa magie, leur permettant de respirer. Hoff avertit Takeru que le mana s'accumulera vite. Pour éviter que l'histoire ne se répète, Takeru fait utiliser à Clay et Brolith les outils magiques qu'il a faits pour protéger leur corps du mana dense. Peu après, Takeru, Clay et Brolith remarquent le mana dense suintant du Hollow. Takeru suggère à Hoff d'attendre dehors pour lui fabriquer un autre outil magique. Hoff se transforme alors en miniature, presque de la taille de Bee. Elle s'assied sur les épaules de Clay et dit à Takeru que ça lui convient. Takeru et Clay sont choqués, mais ils avancent, suivant Brolith jusqu'à leur premier ennemi, un cafard géant dégoûtant façon Frankenstein. Au début, ils le croient inoffensif, mais quand il leur crache de l'acide, ils se mettent tous en alerte. Malheureusement, alors qu'ils s'apprêtent à combattre ce cafard, plus de 100 autres les encerclent et les attaquent. Takeru et Clay les frappent à mort, tandis que Bee les baigne de feu. Après en avoir éliminé quelques-uns, Takeru réalise qu'ils doivent partir. Brolith trouve la sortie, ils tentent de s'échapper mais sont piégés. Takeru les rassemble et active une barrière dangereuse qui s'étend, détruisant presque tous les cafards et modifiant la cavité. Après l'attaque des cafards, Takeru et son groupe s'installent pour un bon déjeuner. Pendant qu'ils mangent, Takeru demande à Brolith où ils sont. Elle répond qu'ils sont à mi-chemin de l'hôtel, dans la partie la plus profonde. Là, Clay demande si l'hôtel est dédié à Libellania, mais Brolith dit que personne au village ne sait à quoi il servait, ce qui fait se demander à Takeru s'il ne scelle pas quelque chose.
Après le repas, Brolit les guide plus loin dans la cavité jusqu'à l'autel. Takeru y voit les grands champignons lumineux en forme d'oreilles, à oreilles de chat jaune doré mentionnés par Sarah. En les examinant, il remarque un effondrement derrière l'autel et se demande si le tremblement de terre de sa naissance l'a causé. Il écarte cette pensée quand une rafale de vent les dépasse et Off les avertit qu'un amas de mana approche. Takeru repère une énorme limace violette productrice d'acide au plafond et les avertit de rester vigilants. La limace saute pour les affronter. Takeru la scanne et découvre que c'est la tristement célèbre limace noire de Kyoto de rang S qui a anéanti un royaume entier avec son poison. Brolit tremble et conseille à Takeru de fuir, mais Takeru choisit de rester et de se battre non seulement grâce à son armure scénaristique, mais aussi car la limace est faible au feu, ce que Bee peut produire instantanément. Après cette découverte, Takeru signale à Clay de passer en mode Godzilla. Quand Clay s'exécute, Brolit réalise qu'elle peut vaincre la limace avec le pouvoir de l'amitié. Le temps presse, Takeru les couvre d'un bouclier, réduit le poids de Brolit, augmente la vitesse de Off et Bee, puis fait que Bee inonde la limace de feu. La limace irritée étend ses tentacules pour attraper Bee et Off, mais ils évitent habilement les attaques. Clay remarque une ouverture, charge son aura avec son discours de guerrier, se jette et tranche quelques tentacules de la limace. La limace les fait repousser et continue d'attaquer. Takeru réalise que l'antenne sur sa tête lui permet de voir leurs attaques. Il fait charger Brolit droit sur la tête du monstre pour les couper. Le monstre tente de l'attaquer, mais Takeru brûle les tentacules, lui donnant le temps de couper son antenne. Bee l'inonde d'une autre salve de feu, mais ça ne marche toujours pas. Takeru passe au plan B, drainer toute l'humidité du monstre. Pour ce faire, il sort un grand pot de sel et le saupoudre sur la limace. La limace gémit, Clay porte le coup de grâce, la tuant et mettant fin à la bataille. Plus tard, en explorant les grottes, ils trouvent une colonie entière d'œufs de limaces attachés au mur et au plafond et paniquent. Sur le point d'éclore, Takeru découvre qu'il peut les détruire avec les rayons ultraviolets du soleil. Il ordonne à tous de fermer les yeux, puis crée un soleil artificiel qui détruit les œufs et envoie une énorme rafale de vent. Confus, Takeru demande à Off ce qui se passe. Elle lui dit que les denses particules de mana couvrant la Terre ont disparu. Off sent la présence de celui qui se nomme le roi des esprits. S'ils cherchent Libellania, ils doivent partir sur le champ. Ils montent sur le dos de Off et sous forme de Pégase, elle les emmène jusqu'à la magnifique vallée où réside Libellania. Pendant qu'ils admirent la vallée, la sœur aînée de Brolit, Ludakara, est vue cachée derrière des rochers avec d'autres elfes, observant Takeru et ses amis. Quand elle aperçoit Brolit, elle sort et l'appelle, mais au lieu de retrouvailles chaleureuses, le duo se bat comme deux néandertaliens. Takeru est choqué, il les regarde se chamailler, se réconcilier puis se battre sans raison. Quand il en a marre, il rappelle à Brolit que c'est l'heure de son dîner de noix grillées épicées et de poulet sauté et qu'il sautera le sien si elle ne s'arrête pas. En entendant cela, Brolit lâche sa sœur et se précipite au puits pour se laver les mains afin de ne pas manquer le dîner. Takeru s'approche de Ludakara qui l'assure qu'elle va bien. Après quelques mots, il nettoie son corps meurtri et sale avec de la magie. Surprise, Ludakara s'identifie comme une humaine divine. Juste à ce moment, ils aperçoivent de Brolite gargariser de l'eau bruyamment. Ludakara raconte à Takeru l'existence imparfaite de Brolite. Takeru dit qu'il est heureux d'être ami avec la Brolite normale, ce qui la rend très heureuse. Plus tard, Takeru prépare un grand festin de garage pour son groupe et les elfes, passant des heures à manger, boire et se détendre avec leurs hôtes. Après la fête, il sort pour endormir Bee. Bientôt, Ludakura le rejoint avec son enfant, Tilway. Elle le présente à Takeru, expliquant que c'est pourquoi elle ne veut pas retourner au village. Elle lui dit qu'elle aimait tant Brolit qu'elle voulait un enfant avec elle. Mais quand les anciens fous lui ont appris que Brolit était un être incomplet, elle fut brisée et s'enfuit. En entendant ces mots, Takeru la félicite d'avoir travaillé dur. Ludakura est si émue qu'elle a les larmes aux yeux, le remerciant avant de rejoindre son mari pour continuer la fête. Le lendemain, il cherche Libellania dans la forêt et la trouve. Elle ressemble à une Ursula excentrique de la petite sirène, avec chirurgie et maquillage horrible. Takeru essaie de lui parler, mais ce dieu irritant agit comme un idiot inconscient de 200 kilos, serrant Takeru et s'affalant sur lui. Malheureusement, Clay ne voit pas l'idiot, mais Off, oui, et elle est répulsée par cette honte de Dieu. Elle accuse Libellania d'avoir tourné le dos et fui quand son peuple en avait le plus besoin. Mais Libellania riposte avec une salve d'insultes, créant une énorme tension. Fatigué, Takeru leur dit d'arrêter de se plaindre comme des enfants gâtés, puis il dit à Libellania de retourner au village avec eux pour résoudre les problèmes de la génération elfe. Le lendemain, Takeru et son groupe, avec Ludakura, son mari et leur bébé, retournent
retournent au village elfe. Ils veulent convaincre les anciens et la reine que se marier hors de leur prétendue lignée noble résoudra leurs problèmes. Mais malgré son nouveau-né, les anciens hautains l'accusent toujours d'avoir enfreint une loi obsolète et souillé la lignée sacrée. Irrité, Ludakura traite ses hommes barbus de fous pour ne pas accepter la vérité, mais au milieu des échanges, Hoff prête du pouvoir à Libellania et l'aide à se matérialiser pour raisonner les anciens. Après son apparition, Libellania force les anciens elfes à se soumettre. Il passe les minutes suivantes à les insulter, les condamner et les mépriser, les traitant d'idiots inconsolables qui préfèrent une tradition arriérée au changement et à un avenir meilleur. Pendant ce temps, Takeru, Bee, Clay et Hoff s'éclipsent discrètement pour laisser les elfes régler leurs problèmes. Plus tard, autour d'un thé, il dit à Clay et Hoff qu'ils devraient retourner à Beltane le lendemain, mais quand ils demandent Brolit, Takeru leur dit qu'être avec sa famille et sa sœur est mieux pour elle. Très tôt le lendemain, Takeru et les deux autres rencontrent les hauts elfes qui leur souhaitent bonne chance et leur disent adieu. Ensuite, Brolit, présente, leur tourne le dos et supplie Takeru et les autres de rester quelques jours. Mais Takeru lui dit qu'ils doivent retourner à leur vie le plus vite possible. Brolit se met à pleurer, surtout quand la réalité la frappe qu'elle ne les reverra peut-être jamais. Takeru est désolé pour elle, mais puisque c'est pour le mieux, il part avec les autres et retourne à Beltane. Là, il prend sa nouvelle paire de ciseaux et continue ses travaux de collecte de matériaux pendant un mois. Un jour, Takeru, Clay et Hoff demandent à Bee de rôtir un bol de monstre pour ses matériaux et Bee fait du bon travail. Pour leur prochaine aventure, Takeru dit qu'ils iront en vacances à l'océan. Mais alors qu'ils y pensent, Brolit apparaît sur son gros ver puant et dit à Takeru qu'elle est de retour pour les rejoindre pour de bon. Pendant que Takeru en discute, l'ange qui l'a réincarné l'observe du ciel et s'émerveille de l'efficacité du changement de Takeru sur ce monde arriéré. Finalement, Takeru accepte Brolit dans leur groupe. Ils passent leurs vacances qu'à la plage, mangeant des sashimi et discutant toute la journée. Ceci nous amène à la fin de la vidéo. Que pensez-vous qu'il arrive ensuite à Takeru? Dites-le nous en commentaire. Pour d'autres résumés d'animes, regardez cette vidéo.